En cas d'amour podcast, saison 2. Snack numéro 2, une bibliographie incomplète, une filmographie incomplète, mais un bon point de départ pour commencer sa réflexion sur les relations éthiques. Bonne écoute. Alors on n'a pas fait de recherche vraiment académique, on n'a pas cherché à se documenter plus que ça. Ce qui veut dire que ça ne sera pas exhaustif. D'une part, c'est pas exhaustif. C'est juste nos lectures à nous qu'on a fait de façon personnelle, anarchique. Donc, voilà. Certaines partagées, d'autres pas. Tout à fait. Puis il y a les lectures et puis il y a aussi ce qui nous a inspirés sur Internet, des rencontres aussi, des espaces de dialogue communs avec d'autres personnes. Et puis il y a aussi la multiplicité des gens que l'on a croisés. Vu qu'on en croise beaucoup, on alimente sans cesse notre réflexion et c'est ça aussi qui nous pousse à poursuivre cette démarche non exclusive parce qu'on se rend bien compte qu'on s'enrichit chaque jour des nouvelles rencontres que l'on fait. Et que c'est parce qu'on est non exclusif aussi dans notre relation qu'on peut se permettre d'avoir des nouvelles rencontres profondes et nourrissantes pour tous, pas que pour soi-même, c'est pas que à titre individuel, mais que ça on peut le repartager d'un autre côté. Et donc là c'est ce qu'on fait avec le podcast, hein. On repartage ce que les amours non exclusifs nous ont apporté, appris et poussé à la réflexion. Oui. Petit tour d'horizon de bibliographie, des auteurs. On a évoqué Françoise Saint-Père tout à l'heure. Paul Salomon. C'est un livre que tu m'avais recommandé quand on s'est rencontrés, qui s'appelle Bienheureuse infidélité. Et contrairement à ce que le titre peut faire penser, elle parle peu d'infidélité dans un cadre monogame, mais des bienfaits de laisser le désir se balader sans culpabilité et en toute transparence. Tout à fait. Elle décrit bien aussi ce qui est intéressant, c'est les motivations à la relation amoureuse. Ce que j'aime bien, c'est certaines parties où elle explique pourquoi soi-même on est en relation amoureuse et pourquoi l'autre nous a choisi pour être en relation amoureuse aussi et que parfois l'autre nous aime parce qu'on peut être un bel objet d'amour. Juste ça. Hein, ça a été très révélateur pour moi. Après, il y a La salopétique. C'est un livre qui a été traduit de l'anglais. Les autrices, c'est Dossie Easton et Janet Hardy. Voilà, c'est une espèce de bible. Je crois que ça a été écrit un peu avant les années 2000. Et c'est un livre qui... un peu incontournable, on va dire. Incontournable, oui. Oui, c'est un gros pavé qui explore toutes les difficultés, qui explore les préjugés, qui donne vraiment des trucs très concrets pour pouvoir avancer. Il y a des exercices, il y a des feuilles avec des questions, on doit écrire des choses. Bref, c'est vraiment très complet, un peu à l'américaine. Mais très complet, donc très pragmatique. Après, moi, j'ai fait des lectures en espagnol qu'on n'a pas pu malheureusement partager, mais je t'en ai pas mal parlé. Bien sûr. Tu m'as traduit des parties, oui. Oui. Mais ça reste quand même assez partiel parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit et que je trouve génial. C'est vraiment celle qui est la plus proche de ma façon de penser, politiquement et amoureusement. Et elle s'appelle Brigitte Vassaggio. Ça s'écrit Vassallo, hein, pour les Français. Pour les Français, oui. V-A-S-A-2-L-O. Brigitte. Voilà, comme Brigitte, tout simplement. Elle est catalane d'origine galicienne. Elle s'appelle Brigitte et c'est une femme assez hors norme que j'apprécie énormément. Il y a des vidéos qui ont des sous-titres en français sur le polyamour. Il y a une vidéo très courte, 7 minutes, sur le polyamour. Elle a une petite perle, cette vidéo. C'est un chef-d'œuvre. Elle explique beaucoup de choses. Il y a cette dimension politique, il y a cette dimension utopique. C'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait. Son livre principal sur le polyamour, parce qu'elle a écrit sur d'autres sujets, elle est philosophe, qui n'a pas été traduit en français, s'appelle Pensée monogame, terreur polyamoureuse. Voilà. Il existe en plusieurs langues.
mais pas en français pour le moment. Après, il faut qu'on parle des vidéos de Véronique Cohn. Ça, tu pourras en parler mieux que moi. Oui, parce qu'il y a forcément, quand on est dans un contexte monogame, exclusif, romantique, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, y compris sur un plan familial, sur un plan culturel, nos amis, etc., où le modèle exclusif monogame, donc d'amour romantique, est présent tout le temps. La ressource Internet est pour ça une très très bonne ressource, pas que dans les livres, effectivement, dans beaucoup de réflexion, et le monde, on va dire, du développement personnel. Il y a pas mal de personnalités qui ont creusé le sujet de ces relations amoureuses, et évidemment la personne avec qui m'a le plus inspiré, c'est Véronique Cohn, Kohn, qui a écrit un livre sur les profils amoureux, donc très intéressant, très riche, puisqu'elle est psychologue clinicienne aussi, au même titre que toi. Et donc elle a beaucoup creusé le sujet, elle a fait beaucoup de vidéos sur Internet, sur tous ces aspects-là des relations amoureuses, et moi-même je fais des entrevues avec elle régulièrement sur différents sujets. Ça peut être bien sûr l'éducation, ça peut être la dépendance affective, ça peut être les relations amoureuses. Et donc forcément, elle a eu une expérience aussi autour de... je me rappelle d'une période où elle organisait des stages autogérés sur la thématique de l'amour, où chacun arrivait avec l'envie de creuser un sujet autour de l'amour, et il y avait une expérience de vie concrète pendant ces stages-là. Donc ça voulait dire quand même un gros travail sur soi. Donc voilà, donc ça fait partie des personnes ressources fondamentales à explorer pour les personnes qui veulent aller plus loin sur le... Il y a aussi un podcast en français qui s'appelle Relations plurielles. C'est très axé sur le format témoignage, mais c'est vraiment très intéressant aussi pour voir la diversité de façons de vivre la non-monogamie. Moi, ça m'a vraiment beaucoup inspiré et ouvert un peu des fenêtres de pensée, comme j'aime dire, de juste être dans cette curiosité, cet état d'esprit curieux, de dire voyons voir comment les gens vivent et qu'est-ce que ça peut m'inspirer. Parce que si on n'a pas de modèle alternatif, on a du mal à imaginer des alternatives pour soi. Absolument. Et si on voit que un tel fait comme ci, les autres font comme ça, je pense à des modèles de parents qui ont des bébés mais qui ne vivent pas ensemble et qui vivent même à distance. Je connais un couple qui a un bébé ensemble et ils sont à 500 km de distance. Ils vivent une semaine dans une maison, le week-end ensemble, l'autre semaine le parent reste avec le bébé, après il revient avec le bébé. Bref, ils ont toute une organisation et on se dit mais c'est une œuvre d'art, la façon dont ils ont construit leur vie de façon totalement artisanale et sans modèle. J'ai trouvé ça très inspirant. Il y a une autre histoire qui m'a beaucoup inspirée. Là, on n'est pas tellement juste dans la relation amoureuse, mais en gros, la façon de vivre en famille. C'était aussi l'histoire de deux couples, un couple hétérosexuel quand l'homme était stérile et un couple homosexuel. Et ils ont conçu un enfant à 4. Dès le départ, il y avait un contrat de garde alternée pour ce bébé. On peut s'indigner, on peut penser que c'est de l'égoïsme pur et que ce pauvre bébé, il va être ballotté d'une maison à l'autre. Moi, ce que je vois, c'est des couples qui ont une semaine sans enfant pour être connectés, tranquilles. 4 parents disponibles, 4 adultes pour aimer un bébé. Donc après, on voit les situations comme on veut, mais moi, des histoires comme ça, de façon totalement alternative de vivre, m'inspirent beaucoup. Et je pense qu'après, chacun fait son tri et se positionne, mais ça me passionne juste de savoir qu'on n'est pas tous obligés de vivre dans une maison, avoir une fille et un garçon et dans un contrat à vie.
même si c'est ce qui est aujourd'hui le plus valorisé et le plus correspondant au capitalisme, puisqu'on revient aussi encore une fois sur ce sujet-là. Je voulais aussi citer 2 éléments supplémentaires qui peuvent nourrir la réflexion des personnes qui cherchent à comprendre ou à creuser le sujet pour eux-mêmes, parce qu'ils se posent des questions, tout simplement. C'est le site polyamour.info, qui est d'une très très grande richesse dans les dialogues, dans les échanges, qu'il est possible de poser plein de questions. Il y a toujours plein de gens qui répondent, alors tout n'est pas forcément bon, mais en tout cas, là, à partir de ce site-là, on peut y trouver, par exemple, les différentes définitions de l'amour qu'ont défini les Grecs. On pourrait reparler de ça, mais il suffit d'aller sur le site et puis de taper les différents degrés de l'amour sur Internet et vous tombez sur le site polyamour.info. C'était le site Internet ressource qui m'a, en tout cas, moi, aidé à avoir des réponses à mes questions. Il y a une quinzaine d'années, donc il est toujours très actif. Et c'est aussi un endroit où on peut trouver des ressources documentaires, les films, les musiques, les différents psychologues qui sont en mesure de pouvoir comprendre les différents modèles amoureux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bloqués derrière le modèle de l'amour romantique et donc de vouloir résoudre toujours par des thérapies de couple qui vont soigner les choses. Et il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans ce forum-là qui s'appelle polyamour.info, je le rappelle, c'est le fait qu'il y a un calendrier des cafés polis. Les cafés polis sont des espaces aussi de dialogue, tous de qualité variable, mais dans tous les cas des échanges constructifs, respectueux, bienveillants, dans lesquels on peut fréquenter d'autres personnes qui sont dans le même questionnement. Oui, et qui ne sont pas des espaces de drague. C'est explicitement dit. Tout à fait. Dans les cafés polis, on est là pour autre chose. Si on veut des espaces de drague, peut-être il vaut mieux aller sur des applications. Et donc dans les applications les plus ouvertes, il faut nommer OkCupid. Voilà, c'est aujourd'hui celui qui permet de définir, en tout cas à un certain moment, si on est plutôt dans des logiques monogames ou non monogames, ou les deux, ou on ne sait pas trop, ou bref, en tout cas on peut... Mais maintenant, c'est possible sur Tinder aussi. C'est vrai. Oui, ils s'y sont mis. Ils s'y sont mis, on peut... Mais OkCupid, ça a été le premier site et c'est vraiment le plus ouvert à une ouverture un peu LGBT et puis aussi polyamoureuse. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, l'expérience montre que... même si c'est peu répandu et au final quand on est dans un territoire on va dire rural, c'est compliqué de faire des rencontres avec des personnes qui sont dans la même démarche. Il faut mieux habiter une grande ville. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de relations à distance. Dans les relations non exclusives, qu'on se choisit plus sur une affinité de modèle relationnel et puis après c'était pas à côté, il faut faire avec. Ok, on n'a pas fait le tour, puis on fera pas le tour. De toute façon, il y a trop de choses à dire sur les ressources disponibles. Donc si vous en avez d'autres à partager, faut pas hésiter à les partager aussi. Mais au moins, je pense que ce qu'on a donné donne le coup d'envoi initial pour commencer à faire rouler. C'est-à-dire que de fil en aiguille, on regarde ceci, cela, et on tombe sur d'autres références. C'est ça. Donc, il y a de quoi commencer à faire sa petite exploration personnelle pour ceux et celles qui le souhaitent. C'est ça. Si, peut-être les films qu'on a bien aimés. Ah oui, t'as raison. Ouais. Il y a plusieurs films. Il y a Le Bonheur d'Agnès Varda. Ouais. Happy Few. Et même si la conclusion n'est pas forcément à la hauteur de ce que on voit, c'est quand même une expérience intéressante. Short Bus. Qui est très festif et en même temps qui dédramatise beaucoup la question de la liberté amoureuse. Après, est-ce que tu penses à d'autres après, il y en a d'autres. Non, il y a comme Julie Jim, mais il y a des séries un peu mainstream sur Netflix, mais qui m'ont beaucoup fâchée. Parce qu'en général, c'est des trios. En général, c'est un homme avec 2 femmes. Donc, c'est la version la plus proche. Et en général, c'est des trios fermés. C'est-à-dire que finalement, ils sont pas dans une ouverture, mais
mais ils sont, moi j'ai envie de dire, presque dans une relation de logique monogame à 3, et ça correspond au modèle, et ce qui fait fantasmer le plus, c'est un homme avec 2 femmes. Voilà, donc ça reste extrêmement restreint dans l'ouverture. Comment il s'appelle cette série-là, d'ailleurs? J'avais lu... Moi, tu, elle, ou quelque chose comme ça. Ouais. Après, il y a quand même une série intéressante sur un couple qui veut partir sur une logique plus ouverte de relation. C'est plus subtil, c'est plus complexe. Cette série qui est très très bien jouée, les acteurs sont bons, et ça s'appelle Wanderlust. Comme merveille, Wonder, puis L-U-S-T, avec Toni Collette. Wanderlust. Bon. Et les psys. En plus, vraiment les psys. C'est un truc de psy, le polyamour. C'est ça, c'est des perchés, quoi. Voilà. Donc, effectivement, après, il y a les podcasts que l'on enregistre, qui seront nos ressources que nous espérons la plus riche possible. Vous avez envie d'aller plus loin avec nous, dans une réflexion accompagnée et dans un espace plus intime. Vous pouvez nous écrire à encasdamour.contact@gmail.com. À bientôt.